cher Philippe Araou, bonjour. Bonjour William. Bonjour, on est vraiment ravis, honorés de te recevoir aujourd'hui à l'Académie, aux entretiens de l'Académie. Tu as été élu récemment président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables et on a pensé, comme on l'a fait avec d'autres collègues qui ont été dans des postes importants de la profession de commissaire aux comptes ou d'expert comptable, t'interviewer assez vite pour connaître tes axes de réflexion et puis ton programme de mandature. Alors, peut-être avant d'en venir à ça, quelques mots personnels, sans être trop indiscret, sur ton parcours syndical et institutionnel, qui est déjà très riche, et peut-être quelques mots sur la manière dont tu exerces à titre professionnel. Bon, premièrement, merci pour l'intérêt que l'Académie accorde au Conseil supérieur. Et si j'ai un mot à dire d'entrée, c'est rappeler tout le bien que le Conseil supérieur pense de l'action de l'Académie et de son président avec l'action qu'il conduit, et combien j'entends moi-même, dans le cadre de ma mandature, poursuivre cette action parce que je pense qu'elle me permet de rayonner au-delà de la profession, sinon de rayonner, en tout cas d'échanger et de réunir dans un cercle qui n'est pas habituel. Et donc il y a une singularité, une originalité dans l'action de l'Académie qui est à l'honneur de son président fondateur, qu'il convient d'entretenir et qui prend tout son sens, je dirais deux mots, dans le cadre de la loi Macron, oui, puisqu'il y a donc une disposition, en espérant qu'elle aboutisse à l'issue du débat au Sénat, concernant les experts comptables en entreprise, où on retrouve un peu cet esprit qui était de réunir des populations agissant dans des cercles différents, mais réunies autour d'une technique. Donc tout ça avait du sens, c'était prémonitoire, et il s'agit aujourd'hui de continuer cette action, et le Conseil supérieur sera aux côtés de l'Académie pour aller plus loin si on le pouvait. Merci Philippe pour cette belle déclaration. Alors mon parcours, bon, il est un peu atypique peut-être, c'est le parcours d'un libéral dans l'âme au départ, puisque j'ai créé mon propre cabinet que j'ai démarré à zéro, et j'ai eu cette originalité dès le premier jour, une fois diplômé du DEC, donc diplôme d'expertise comptable, d'aller exercer dans un autre pays, un pays voisin qui n'était pas étranger pour moi, puisque je suis quasi frontalier, je viens de la ville de Pau, proche de l'Espagne, et donc je suis allé créer mon cabinet à Barcelone. Et au bout de 2 ans, je suis revenu en France pour être en activité des deux côtés de la frontière, et avec cet engagement à l'international dès le début, et finalement qui a marqué tout mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Je reparlerai dans le cadre de cette présidence française combien j'entends mettre au service de la profession française cette expérience et mes relations et ma connaissance des organisations internationales. Donc j'ai eu cette démarche personnelle qui traduit, et il faut y voir un esprit d'entreprendre, un esprit un peu aventurier. C'était l'époque où l'Espagne rentrait dans l'Union européenne. Ça va faire 30 ans bientôt, ça ne rajeunit pas, mais bon, le temps passe tellement vite. Et donc une approche un peu originale et qui a valu que cette démarche a représenté de l'intérêt pour l'institution. J'ai été invité à témoigner, à être acteur du congrès de 1993 à Nantes. C'était la suppression de la fiscalité nationale pour entrer dans l'international, dans l'européen, dans l'Union européenne. J'avais en charge la partie Espagne dans ce congrès. Et donc, j'ai pris goût à la vie institutionnelle et à la représentation de la profession, et puis un engagement syndical. Syndical, oui. Avec tu as été président d'Experts Comptables de France, le syndicat. J'ai participé à la création d'Experts Comptables de France en 1989, où j'avais été invité à venir témoigner en tant que confrère étranger, entre guillemets. J'ai pris goût à cette action bénévole au service de la profession. Je m'y suis retrouvé, j'ai pris un engagement qui m'a amené à des responsabilités. J'ai gravi les échelons comme dans toute structure, et qui m'a amené jusqu'à la présidence nationale en 2008. J'ai succédé à Joseph Dorgnotti, et j'ai pendant 4 ans donc présidé ce syndicat national qui, sous ma présidence, est devenu majoritaire au Conseil supérieur, et donc m'a mené à m'intéresser au Conseil de l'Ordre. Donc j'en suis à mon 2e mandat d'élu au Conseil supérieur de l'Ordre, après avoir fait auparavant un parcours à la Compagnie nationale. Voilà.
Tu as été élu à la Compagnie nationale. J'ai été élu 8 ans à la Compagnie nationale. Voilà, tout à fait. J'ai siégé au Conseil national, j'ai été président de la Compagnie régionale de Pau et j'étais au bureau. Nous étions ensemble, Nous étions ensemble au bureau. Au bureau national en 2005 et 2006. Donc j'ai ce parcours dans les deux institutions et dans la profession. Voilà. Et c'est ce qui m'a amené à assumer cette responsabilité suprême là, depuis 2 mois aujourd'hui. À la tête du Conseil supérieur de l'ordre. Voilà, c'est un parcours un petit peu atypique, mais de quelqu'un, j'ai envie de dire, d'engagé au service de ses confrères. Je suis animé de cette volonté d'intérêt général et de servir l'ensemble de la profession. Donc c'est ce qu'ont reconnu mes confrères qui m'ont fait l'honneur de me porter à la tête de la profession. Certainement, tu ne donnes pas le sentiment d'être un spectateur. Alors justement, après ce rappel rapide et à la fois de ton parcours institutionnel et de ton parcours personnel, quels sont les 2-3 grands axes de la mandature que tu inaugures depuis quelques semaines? Alors, c'est d'abord une action qui s'inscrit totalement dans le prolongement de ce qu'ont été les 2 premières années de la mandature, puisque nous avons été élus pour 4 ans. Joseph a assumé la présidence des 2 premières années, j'ai assumé les 2 suivantes, mais c'est une équipe élue pour 4 ans. Tout à fait. Donc, le programme d'action qui avait été présenté à nos électeurs et qui nous engage dans notre responsabilité vis-à-vis des électeurs est celui qui avait été présenté en 2012 pour la campagne électorale. Je reprends dans ce programme des choses qui sont en cours évidemment et qui continuent, et puis d'autres qui, pour le moment, n'avaient pas encore peut-être été engagées. Dans ce qui continue, c'est une action. Alors, ce n'est pas de ce programme-là, et c'était antérieur, et ça continuera après moi. Et c'est la fonction, j'ai envie de dire première peut-être, de l'institution, c'est l'accompagnement des cabinets. L'accompagnement dans leur évolution, ce qui prend aujourd'hui une acuité particulière parce que nous sommes confrontés à une évolution de notre société. Ça dépasse la profession largement, ça touche tous les secteurs d'activité, ça touche les entreprises et notre rôle d'accompagnement auprès des entreprises est forcément concerné. Ça nous implique dans cette évolution-là, c'est l'entrée dans l'ère du numérique. Ouais. J'ai envie de le dire comme ça. Bon, le numérique bouleverse tout. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas une discussion avec l'un ou l'autre ou des chefs d'entreprise pour constater à quel point ça remet en cause des fondamentaux. Et ça, je ne vais pas dire que ça me préoccupe, ce serait négatif, mais ça me mobilise au point d'y consacrer du temps, des ressources et d'essayer d'être un peu, sinon innovant, en tout cas prévoyant pour l'évolution de la profession. Ce qui me préoccupe ou qui m'intéresse, c'est la place de l'expert comptable dans ce monde qui sera certainement dématérialisé ou qui va évoluer par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est une évolution qui est déjà notable et déjà présente. Faisons en sorte que les évolutions technologiques ne nous dépassent pas et que l'on garde la place de l'homme. Moi, je suis très attaché, et je m'en fais une responsabilité, à conserver ce que nos pères avant nous ont fait, et tu y en étais, à savoir faire la notoriété de la profession, son honorabilité, la reconnaissance de l'expert comptable auprès de l'entreprise, faisant en sorte que ce rôle-là perdure. Parce que les évolutions technologiques pourraient être de nature, alors pour certaines parties de l'économie, mais à peut-être se passer de notre savoir-faire technique. Donc il y a une place à assurer, je n'en doute pas, mais il faut être vigilant. Donc l'accompagnement des cabinets, c'est faire en sorte que tous aillent dans la même direction, à tel point que nous avons retenu comme thème de notre congrès de cette année 2015 l'expert comptable numérique. C'est un message fort que nous voulons faire passer au cabinet pour ne pas louper ce virage. Pour la 4e année de suite, depuis 2012, j'étais rapporteur du congrès que j'avais baptisé l'expert comptable entrepreneur. Nous travaillons sur le cabinet. Dijon, c'était les missions et les compétences. Non, pardon, c'était les compétences. Lyon, en 2014, c'était les missions et le périmètre. 2015, le numérique. Donc, 4e année de suite.
c'est quand même pas banal, où l'institution consacre des moyens et engage son action sur l'évolution du cabinet et cette adaptation à notre environnement qui change, celui des entreprises. Donc voilà un axe fort sur les 2 années à venir. Il faut vraiment être très attentif à ce qui est en train de se passer. Dans le prolongement de cet axe d'accompagnement des cabinets dans leur évolution, il y a des moyens qui sont engagés sur la communication. Ouais. Nous sommes dans une société de communication, d'image. Et les cabinets ne peuvent pas échapper à cette évolution-là. Notre déontologie nous a fait peut-être prendre un peu de retard par rapport à d'autres activités, qui fait qu'aujourd'hui, je sens comme un devoir pour l'institution de pousser les cabinets un peu, oui, à une communication qui soit dynamique, moderne, qui soit celle de nos clients, de nos entreprises. Nos règles de déontologie ont évolué et permettent de faire des choses qui jusque-là étaient interdites. Pour moi, ce qui est important, c'est de donner une image dynamique de l'expert comptable. Et là, on a besoin d'outils, de moyens. Je pense aux petits cabinets qui n'ont peut-être pas toujours les moyens financiers pour engager des consultants. Donc, dans le cadre de ce qu'on peut appeler la mutualisation, c'est-à-dire le budget global de la profession, consacrer quelques ressources qui permettent de mettre à disposition de tous des moyens qui sont professionnels et conçus et préparés par des professionnels qui travaillent au service de l'ensemble de la profession, me paraît un juste retour des cotisations reversées à l'institution. Donc ça me paraît important. Et là, sur les 2 années qui arrivent, je mets un focus particulier. Très bien. Alors, autre sujet d'axe de cette mandature et d'action à conduire, à mon avis, qui correspond aussi à une actualité, c'est le secteur public. Oui. L'engagement de la profession, donc des experts comptables, auprès des collectivités locales. Nous sommes tous convaincus que nous avons des choses à apporter, des services à rendre au secteur public. Simplement, on part de très loin parce que les habitudes ne sont pas là et qu'il n'y a pas vraiment une demande exprimée sur le marché. Certains cabinets sont présents, sont actifs, en ont fait une spécialisation et sont introduits. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir amplifier cette action parce qu'il y a un contexte environnant qui peut le justifier. Je pense à l'état de nos finances publiques. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Il y a une restriction des budgets de l'État, notamment vers les collectivités locales, qui est de nature à entraîner une certaine frayeur dans les collectivités. Je suis un petit élu d'une commune et donc je mesure cette inquiétude qui se généralise. Je vois dans la population des élus municipaux une crainte. La question, c'est comment assurer le service public, la qualité ou son périmètre, avec moins de ressources. Et c'est là où je pense que les experts comptables peuvent avoir leur mot à dire, en apportant au secteur public les bonnes techniques, les bonnes pratiques du secteur privé, c'est-à-dire les méthodes de gestion que nous mettons en œuvre dans les entreprises, en les adaptant, bien évidemment, aux spécificités du secteur public. Donc il y a une action de formation et de préparation à ces particularités du secteur public vers les cabinets, vers l'ensemble de la profession, parce que je pense que ces services-là sont envisageables dans une relation de proximité. Une petite commune doit pouvoir s'adresser à l'expert comptable du coin, entre guillemets, c'est pas péjoratif, dans la mesure où il s'intéresse au secteur public et où il se sera préparé. Donc je pense que notre amplitude géographique nous permet de répondre aux besoins sur l'ensemble du pays. Donc voilà, une action vers les cabinets, et puis une action vers les décideurs, là c'est au niveau institutionnel, en termes de communication, de messages à passer. Et là, je parle de missions qui ne sont pas comptables, même si je suis convaincu au fond de moi qu'il y a un rôle à jouer en termes d'accompagnement pour l'établissement des comptes annuels, peut-être leur certification. Et je sais que la compagnie est aussi dans cette attente-là. Mais il faudra certainement un peu plus de temps parce qu'il y a des textes à faire bouger. Là, ce dont je parle, on n'a pas besoin de textes, ouais. C'est déjà une réalité. Donc le secteur public
je le pense, nous attend ou a besoin de la profession. Et j'y vois un développement, enfin un champ de progression pour la profession. Et je pense qu'il faut aller vite. Et puis, bon, je le mentionnais dans mon parcours, j'ai cette expérience internationale. On s'est connus d'ailleurs, on s'est rencontrés la première fois il y a 25 ans en Argentine. 1997, création de Cilea. Voilà. Que tu as présidé en ton temps et dont je suis vice-président aujourd'hui. Tout à fait. À Buenos Aires. Effectivement, donc j'essaie d'apporter cette touche, cette dimension internationale à la présidence de la profession française, parce que ça peut paraître paradoxal, mais toi qui connais les organisations internationales, tu sais combien c'est vrai. Notre réglementation nationale dépend tellement de l'action internationale, la réglementation à l'échelle internationale, qu'il faut que nous soyons présents à l'échelle internationale pour peut-être sécuriser notre périmètre de réglementation nationale, c'est-à-dire d'essayer d'influer ou d'être présent dans ce débat pour faire en sorte que nos caractéristiques, ce qui fait les éléments forts, les points forts de notre réglementation et de notre normalisation se retrouvent dans la normalisation internationale et éviter un choc qui arriverait par la suite, que ce soit européen ou mondial. Donc mon orientation pour cette présidence française sera peut-être de faire entendre la voix de la profession française. C'est vrai qu'avec l'autorité et la légitimité de la fonction de président, ça peut aider pour être plus entendu et plus actif. Et donc il y a une volonté de donner cette image de la profession française à l'échelle internationale. Et à titre d'exemple, et ça va, je pense, intéresser la profession, mais pas que la profession, notre congrès de cette année, je vais commencer par une première touche de dimension internationale. Il y aura de la traduction simultanée en anglais pour les plénières et les conférences, peut-être pas toutes, mais une bonne partie de nos conférences, de façon à pouvoir inviter des confrères étrangers. Et j'ai lancé, c'est récent, c'est d'hier, une invitation aux présidents des instituts et l'équivalent de notre ordre du monde entier pour leur proposer de venir à notre congrès. Pourquoi ? Parce que j'en ai tellement vu, et toi aussi, tellement vu d'événements et de congrès étrangers que de retour en France, je suis particulièrement fier de notre congrès français. Je pense qu'on a une qualité d'événements professionnels qui est rarement égalée. Et de montrer à travers notre congrès la compétence de la profession française et sa capacité à aller de l'avant, à être innovant, à construire l'avenir de la profession ne peut que nous aider vis-à-vis de nos confrères étrangers. Et je suis très fier et heureux d'avoir la présence de la présidente de l'IFAC, Olivia Kirtley. Parfait. Aura donc un mot en séance plénière et sera présente et nous fait l'honneur et l'amitié d'être là. Donc il s'agit aujourd'hui d'inscrire la profession française dans cette échelle internationale. Parfait. Et alors, un petit mot peut-être d'actualité rapidement, puisque ça n'est pas abouti, mais on aura peut-être l'occasion de t'inviter à nouveau pour que tu nous parles de la version définitive de la loi Macron. Où en est-on actuellement ? Nous en sommes à un retour vers l'Assemblée nationale. Donc il y a eu une première lecture, il y a eu le débat au Sénat qui est terminé, il y a eu la commission mixte paritaire qui a essayé de trouver des accords qui n'y est pas arrivé. Et donc nous en sommes maintenant au passage deuxième lecture de l'Assemblée nationale qui va prendre les décisions définitives en ce qui concerne une loi. Je rappelle qu'une loi demande d'autres textes pour être mise en application. Bien sûr. Et donc il y aura des décrets, il y aura aussi des ordonnances, puisque la loi prévoit certaines dispositions. Donc on n'est pas peut-être encore sur le point de voir la mise en application pratique. Mais il n'empêche que cette loi est très attendue. Elle comprend énormément de sujets. Mais en ce qui concerne notre exercice professionnel, il y a 4 sujets qui font partie des dispositifs de cette loi Macron et qui nous intéressent parce qu'ils vont amener à une évolution de l'exercice professionnel et un renforcement du rôle de l'expert comptable auprès de l'entreprise. Le premier, c'est notre périmètre, où les missions accessoires ne seront plus dépendantes d'une mission principale qui est forcément la comptabilité, ce qui est notre histoire. Ça peut être une mission principale autre que comptable.
tout ce que prévoit l'article 2, oui. Tout à fait. Voilà, et donc nous sommes reconnus dans notre compétence pluridisciplinaire. Tout à fait. Et donc ça peut nous ouvrir des portes vers des entreprises qui n'ont pas besoin de nous pour une mission comptable, mais qui peuvent avoir besoin de nous pour son organisation, sa gestion, etc. Donc là, c'est une évolution notable. Deuxième sujet, c'est l'interprofessionnalité, qui va nous permettre d'exercer alors dans des structures où on va partager du capital et donc de l'exercice, avec des professions juridiques. Les notaires, les avocats, les huissiers, les CPI. Bref, nous serons au milieu de cette interprofessionnalité. Et ça sera pour la profession également une reconnaissance avec la volonté pour les pouvoirs publics et le ministre qui conduit cette évolution de servir l'entreprise de façon plus large, on appelle ça du full service, qui répond aux besoins et à l'attente de l'entreprise. Le troisième sujet, ce sont les honoraires de succès. Là également, quand on parle de missions, alors évidemment, d'honoraires de succès qui ne porteront pas sur nos missions traditionnelles, notamment sur l'assiette fiscale et sociale. Mais quand nous sommes sur des missions d'accompagnement, et ça fait partie de nos compétences et de nos revendications, dans un projet d'acquisition par exemple, où l'expert comptable est impliqué dans l'entreprise, où nous sommes en concurrence avec des professions non réglementées qui, elles, se font rémunérer de la sorte, mais nous avions besoin également de pouvoir faire la même offre de service aux entreprises tout en apportant notre réglementation, notre déontologie et donc de la sécurité à l'entreprise. Donc ça, c'était consacré. Et le dernier point, c'est celui que j'ai mentionné en premier, c'est l'ouverture du tableau de l'ordre des experts comptables aux experts comptables salariés en entreprise, ce qui va nous amener donc à certainement une nouvelle dynamique et là encore une fois un rapprochement avec les entreprises. Donc nous avons de beaux jours devant nous. Merci cher Philippe, cher Président. Tu as prouvé par ton exposé brillant que la profession était ouverte et n'avait plus cette image qu'on avait peut-être il y a des dizaines d'années, d'une profession fermée sur elle-même. Merci beaucoup. Avec plaisir, William.